Votre République de Platon, c'est presque une manière de vivre la politique à l'usage des enfants français d'aujourd'hui. Et pourtant, alors que nous sommes en pleine campagne présidentielle, elle ne vous intéresse pas. Vous expliquez que le jeu traditionnel de la politique, c'est une comédie ou une tragédie. Je voudrais comprendre, Alain Badiou, pourquoi ce qui nous passionne, nous, observateurs, ne vous intéresse pas. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, tous les observateurs, pour employer votre mot, sont réellement passionnés? Ou les citoyens? Et les citoyens eux-mêmes, sont-ils réellement si passionnés que vous le dites? Est-ce que véritablement l'ensemble des déclarations des candidats les passionne, les enthousiasme, les soulève? Est-ce que l'on voit de grandes manifestations, vive un tel, vive un tel? Nous n'en nommerons aucun ce soir. Non, on peut pas. Règle du CSA. Nous n'en nommerons aucun. Est-ce qu'on ne voit pas cela? Je vois un enthousiasme politique véritable dans les manifestants de la place Tahrir en Égypte. J'en vois, on en parlait tout à l'heure, dans les manifestations des indignés, je vois là des gens se rassembler autour d'une conviction, autour d'une idée. Dans le jeu parlementaire, ce que je vois, c'est un déferlement médiatique ininterrompu qui ressemble quand même à une espèce de ruisseau homogène et monomorphe, si je peux dire, qu'il y a une seule forme. Donc je voudrais d'abord qu'on pose la question de cette passion. C'est une passion largement organisée, largement faite du dehors. Ce n'est pas une passion spontanée qui se manifeste par le déploiement des foules, des gens, des enthousiasmes. Et c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce que nous avons, Alain Badiou, c'est ce que nous avons trouvé de moins mauvais pour choisir nos dirigeants. Oh, la théorie du moins mauvais, ça, vous savez, la théorie du moins mauvais ne peut pas impressionner le philosophe que je suis. Hein. Elle a beaucoup servi pour justifier le pire. Le moins pire par rapport au plus pire, par exemple. C'est Churchill qui a inventé cette histoire, qui a consisté à dire que la démocratie, c'était le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Il avait raison? Eh ben non, il n'avait pas forcément raison. Pourquoi aurait-il eu raison? Parce que sous la démocratie, on peut vivre. Mais il se peut que le meilleur régime politique soit à venir, qu'il dépende d'une invention de l'humanité. Après tout, vous savez, pendant des millénaires, ce à quoi nous assistions, c'était à des théocraties, à des régimes extraordinairement tyranniques et oppressifs. Ils ont duré bien plus longtemps que votre démocratie, bien plus longtemps. Donc cette démocratie, c'est peut-être tout simplement une sorte de petit intervalle dans l'histoire. Surtout qu'elle ne marche que là où le capitalisme est déchaîné. Hein. Ça, c'est un fait. Hein. Le régime parlementaire démocratique, je le constate, c'est un fait, il n'existe comme régime installé, consensuel, conséquent, que là où l'économie capitaliste s'est développée. Et quand l'économie capitaliste commence à flancher, ce type de représentation politique se sent aussi un peu malade. Vous avez parlé tout à l'heure d'une illusion démocratique, mais la démocratie que nous connaissons aujourd'hui, c'est elle qui est l'illusion démocratique. Parce que personne, dans le débat politique français ou étranger, dans les pays démocratiques, ne veut abolir le capitalisme. C'est ça le sujet. C'est pas exactement ça. C'est un petit peu plus précis. C'est parce que les différents gestionnaires possibles de notre société sont des gens qui, de toute façon, admettent pour l'essentiel l'ordre établi. Ça, il faut en convenir. D'ailleurs, s'ils n'admettaient pas les uns et les autres l'ordre établi, ils n'accepteraient pas de se succéder comme ils le font. Il faut bien que tel candidat ne soit pas extraordinairement différent de tel autre, pour qu'il puisse alterner le mouvement des affaires restant à peu près le même, après tout. Hein. Donc il y a un consensus fondamental qui fonde ce que vous appelez, vous, la démocratie, qui est une démocratie tout à fait normée, tout à fait particulière, et qui repose sur des acceptations fondamentales premières. Voilà. Et donc je soutiens que nous ne vivons pas du tout dans la démocratie. Nous vivons en réalité en oligarchie. Voilà. Nous sommes dominés par une oligarchie financière, politique et médiatique. Tout le monde le sait d'ailleurs. Tout le monde voit parfaitement qu'il faut absolument maintenir ce système pour maintenir le système politique lui-même. Qui gouverne dans la cité juste, dans la cité idéale? Eh bien, qui gouverne normalement dans la cité juste, dans la cité idéale, c'est précisément tout le monde. C'est la démocratie véritable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État séparé de l'ensemble des gens. Voilà, c'est ça la cité idéale. La cité idéale, c'est la grande idée communiste de Marx lui-même, qui est un peu oubliée, mais je voudrais rappeler, c'est le dépérissement de l'État. C'est l'idée que l'existence d'une machine d'État oppressive, séparée, qui doit être perpétuellement validée par des élections, etc., c'est une affaire vieillie, c'est une affaire qu'il faut dépasser absolument, au nom de ce que Marx lui-même appelait un régime d'association. La capacité
pour tout le monde de s'occuper de ses propres affaires. Et c'est là où, quand vous parliez de l'idée de Marx et de l'idée de l'association, vous êtes un fervent admirateur de ce qu'on a appelé les révolutions arabes, fervent admirateur également de ce qu'on a appelé le mouvement des indignés. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre critique sur les révolutions arabes commence au moment où elles se transforment en processus démocratique électoral avec des élections. Oh ben, c'est pas ma critique à moi, c'est d'abord la critique de tous ceux qui ont participé au mouvement dans les pays arabes. Ils ont été légèrement surpris et déconcertés par le résultat des élections. Mais le principe même des élections... Comme moi je l'ai été en mai 68. Eux aussi ils disent élections piège à con maintenant, maintenant qu'ils ont les partis islamistes dits modérés sur le dos. C'est comme si, après une révolution, une tempête révolutionnaire démocratique extraordinaire, on vous présentait un massif parti démocrate chrétien comme le vainqueur des élections. Ben, vous seriez un peu étonné tout de même. C'est bien la preuve qu'il y a deux sens du mot démocratie qui ne sont pas du tout homogènes. Sauf que la revendication, Alain Badiou, la revendication du peuple contre les dictateurs, c'était de pouvoir voter. Bon, la revendication du peuple contre les dictateurs, c'était que les dictateurs s'en aillent. C'était leur revendication unanime. Sur la question du vote, il y a eu d'innombrables débats. Comment, quand, dans quelles conditions? Ces débats ont souvent été tranchés par des autorités extérieures au mouvement populaire lui-même. En Égypte, par exemple, ils ont été largement tranchés par l'armée. Autant dire par ce qui restait du régime d'avant. Parce que la révolution a été volée par l'armée. Alain Badiou, quelle est sa légitimité à conduire un pays? Justement, c'est tout le point de vue, c'est toute la question. C'est toute la question. Pour un philosophe, la question de ce qui est vrai, ou juste, ou bien, ne peut pas être une question de nombre. Les peuples peuvent se tromper. Ils peuvent élire des Pétains. Ils peuvent élire des Franco, ils peuvent élire des tyrans, ils peuvent élire... Et par conséquent, il n'y a aucune relation mécanique entre l'idée de la majorité numérique et l'idée de ce qui est vrai et juste en politique. C'est l'évidence, on peut citer 1000 exemples de ce genre. Mais qui est l'arbitre du juste si ce n'est pas le peuple dans des élections telles qu'on les connaît, telles qu'on les admet? Mais l'arbitre du juste, ce sont des événements, ce sont des mouvements, ce sont des réalités effectives qui sont populaires. Vous comprenez? Démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple. Mais je reviens sur ce point dans notre régime. Quel est le pouvoir du peuple? En quoi le peuple participe-t-il aux décisions les plus fondamentales? Les décisions de politique étrangère, les décisions concernant le statut des banques, les décisions concernant l'économie et ses orientations. Ces représentants dans l'Assemblée participent à ces décisions. Le représentant fait partie d'une classe politique qui fait partie d'une oligarchie générale. Il connaît les réalités, comme il dira toujours. Quand on veut dominer un peuple, on commence par lui dire, vous savez, il y a les réalités. Les réalités, ce sont celles du consensus politique existant, c'est tout. Et il doit les accepter, il doit se plier à ces réalités. Et si je suis partisan d'un changement radical de la société, alors il ne me reste que la violence ou l'abstention dans un phalanstère que je construirais loin du monde. Mais non, c'est de la polémique, ça. C'est de la polémique, dire qu'on est acculé au choix entre violence ou phalanstère. Pas du tout. Si le vote ne sert à rien avec l'ensemble de mes concitoyens, que me reste-t-il? Mais la politique, ça consiste à organiser directement, à s'organiser soi-même d'abord et à s'organiser directement avec des gens. Les grands mouvements politiques novateurs n'ont pas commencé par les élections. Parce que d'où ils viennent, les candidats aux élections? Ils viennent de vieux mouvements politiques ancestraux qui ont été faits par des militants politiques et pas par des électeurs. Donc la question de la politique, c'est la question de ces militants. La question de ceux qui proposent et sont actifs au nom de la représentation qu'ils se font de ce que la société doit devenir. Et ce n'est pas des gens qui vont mettre en rampant dans un isoloir, ça c'est formidable comme mot, l'isoloir. La politique c'est être tous ensemble, mais là c'est l'isoloir. Alors qu'ils vont mettre dans un isoloir un petit papier. Alors mettez-le si vous voulez, votre papier, mais venez pas après pleurer concernant les déceptions graves qui vont être les vôtres. Le droit de vote a été, dans l'histoire des idées politiques, une conquête. Mais comme toute chose, les conquêtes, il faut en faire de nouvelles. Donc aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas le droit de vote. Nous votons tout le temps. Nous votons tout le temps, même dans l'université, on est lié à un conseil, dans les hôpitaux, on est lié une commission médicale. Nous passons notre temps à voter. Donc notre question n'est pas la question du droit de vote, évidemment. Nous savons maintenant, depuis un bon siècle, ce que le droit de vote est capable de donner. Et ce que le droit de vote est capable de donner, c'est de toute évidence, sur les questions sociales, économiques et fondamentales, un conservatisme inébranlable. D'autant plus inébranlable qu'il est périodiquement légitimé par le scrutin. Alors nous devons maintenant aller au-delà de ça, c'est tout. Ça n'est pas contre la conquête du droit de vote par ceux qui, en effet, ont été obligés de pratiquer des émeutes révolutionnaires pour avoir le droit de voter. Est-ce que le philosophe Alain Badiou viendra voter avec le reste de son peuple?
Non, je ne voterai certainement pas. Vous ne voterez pas? Je ne voterai pas. Non seulement je ne voterai pas, mais je ferai mon devoir de citoyen en publiant un livre, un petit livre, expliquant pourquoi il est inutile et éventuellement nuisible d'aller voter. Petit livre que je recommande évidemment à tout le monde ici, et dont j'espère, vu sa taille, qu'il peut même être lu par quelqu'un dans le métro lorsqu'il se rend au bulletin de vote, et que l'ayant lu dans le temps du trajet, il renoncera à entrer dans l'isoloir.